Bonjour et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous. Je l'ai dit à l'instant, on est déjà le dernier mardi du mois et c'est un plaisir de te retrouver pour l'émission Voyage dans les échos. Bonjour Daniel. Bonjour Morgane, bonjour à tous, et le plaisir augmente à chaque fois parce que j'ai mon petit itinéraire, j'arrive dans cette avenue tellement conviviale, je trouve mes repères et nous y voilà. Eh bien, le temps passait extrêmement vite depuis la dernière fois qu'on s'est vu où tu nous as parlé de surtout tes missions et conférences à travers différents pays, des anecdotes toujours très impressionnantes et intéressantes, notamment ces histoires avec les chauves-souris que tu avais partagées avec nous. J'ai reçu pas mal de retours d'auditeurs nous disant être impatients de te retrouver pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures de Daniel. Justement, Daniel, pour cet épisode, dis-nous, est-ce que tu avais envisagé de parler d'un sujet en particulier ? Alors, les sujets, bon, j'essaye de préparer l'émission et on va me dire, vous avez tout un mois pour préparer l'émission et comme je suis tellement pris à gauche et à droite, finalement, je prends un papier et puis je note des gros titres juste avant d'arriver, presque en marchant, et puis je crois que ça vient, comme c'est des choses très prégnantes, ça vient à mon esprit assez facilement. Je suis très content de ce détail. On ne peut pas préparer des conférences qui sont limitées dans le temps, avec des diapositives qui doivent être minutées aussi. Ça doit être préparé longtemps à l'avance. Entre parenthèses, je me débrouille quand même, parce que les gens veulent avoir ma lecture quelques jours ou quelques semaines à l'avance pour la mettre dans un système pour éviter des complications en plein congrès. Et je leur réponds toujours pareil, écoutez, je voudrais bien vous donner ma lecture, mais elle n'est pas prête. Hein. Et elle sera vraisemblablement prête 10 minutes avant que je monte sur le podium, sur la tribune. Et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Alors, pour la fois dernière, c'était surtout autour des cadeaux. Voilà, spécial cadeau. C'est vrai, donc c'était vraiment très intéressant de connaître l'histoire derrière chaque cadeau que tu avais reçu. Alors, dis-nous, Daniel, aujourd'hui, avant d'arriver, tu as eu l'occasion de réfléchir un petit peu à l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que, c'est toujours autour des cadeaux? Ce sera plus autour des voyages ou il y a peut-être une anecdote précise qui te tient à cœur et que tu veux partager avec nous, peut-être un dernier voyage, je ne sais pas. Alors, je me suis dit, tu vas faire un mix avec, si on a le temps, une conférence, je prends la dernière, comme ça elle est toute fraîche dans ma tête, une petite anecdote amusante, autrement dit une anecdote, concernant une mission, et j'en ai une qui est vraiment bien gravée dans ma tête, qui se passait entre le Paraguay et l'Argentine. Et j'aimerais parler, si on a le temps, de médecine, c'est-à-dire un petit peu sans rentrer dans des détails qui vont ennuyer un auditoire profane, entre guillemets, mais donner comme ça des lignes de ce que c'est, d'où ça vient et où ça va. Et je sais que l'heure passe comme une heure, tranquillement. Même plus rapidement que l'heure, j'ai l'impression. En tout cas, on est impatient justement d'entendre donc ces dernières aventures que tu as partagées avec nous par rapport à ta dernière conférence. Alors voilà, on va commencer doucement, mais quand même c'était une conférence. C'est un garçon que j'avais rencontré à Acapulco au moment d'une conférence qui était très importante pour moi et peut-être pour nous tous, parce que c'était en 2022 et c'était à Acapulco donc, et
j'ai pris l'avion et j'ai rencontré des gens et c'était extraordinaire parce qu'on était en pleine pandémie où tout le monde a été... Bon, je ne parle pas du travail dans les services de médecine, de la réanimation et de la chirurgie réservée aux urgences. Tous les autres services étaient... Il n'y avait plus rien de chronique. Peu importe, je m'égare. Et donc, en dehors de l'activité clinique, donc au lit du patient, il n'y avait pas de congrès, quoi. C'était terminé. Et quel ne fut mon plaisir de prendre le train qui m'amenait à l'aéroport, puis dans un avion de ligne pour aller donc direction Acapulco. C'était un renouveau. Et je rencontre un garçon avec qui on a discuté et qui avait des responsabilités dans une société nord-américaine très prestigieuse. Et puis en octobre dernier, je crois, ou septembre dernier, je reçois un courrier. Hello Daniel, est-ce que vous seriez disponible pour le 16-17 février de l'année prochaine à Houston? Alors je lui ai dit ah oui, Houston et puis les États-Unis, c'est toujours faut pas le nier, hein. Ils sont attribués le chiffre 1 pour le numéro de téléphone. C'est un pays qui a ses côtés très agaçants, presque scandaleux, et puis aussi des côtés attrayants, hein. Donc c'est vraiment un mélange de choses. Chacun en fait ce qu'il veut. Moi je trouve que pour l'idée que j'ai en tête, être invité aux États-Unis, ça va dans le sens de cette idée. Donc je suis partant. C'était là au mois de février alors? Alors c'était les 16 et 17. Enfin j'ai passé 3 nuits donc à Houston. Et c'était le Texas Heart Institute. J'avais pas fait tellement attention, mais quand j'ai vu les gens et le involvement, commitment, ça y est, je sais plus parler français, et les gens avaient beaucoup de passion pour leur travail et je me suis aperçu que c'était un des grands centres mondiaux. Si vous avez une opération du cœur à vous faire, je crois que c'est là qu'il faut aller. Ou à Saint-Pétersbourg où j'étais plus anciennement, où il y a comme ça toute la fine fleur des multi-équipes qui s'occupent de votre cœur. Bon, donc j'étais très honoré, flatté. Et ça faisait longtemps que j'étais pas aux États-Unis pour un congrès. Premièrement, avec la pandémie, j'étais nulle part. Deuxièmement, j'allais souvent aux États-Unis pour des ground round, c'est-à-dire on préparait une conférence où c'était pas un congrès, où c'était moi qui organisais la réunion du matin, soit du service, soit de l'hôpital, ça dépendait. Et ça se passait à Boston. Ou alors des missions aériennes qui m'emmenaient aux États-Unis. Mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la vraie conférence. Alors je me suis empressé de vérifier que j'avais un ESTA en règle. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un ESTA, il y a une démarche à faire en ligne pour pouvoir voyager aux États-Unis. Alors j'ouvre une parenthèse. Parce que je suis là pour raconter mes histoires croquignolesques. Allons-y, allez, on va... J'avais pas pensé à ça, mais ça mérite comme quelques minutes. L'ESTA m'a eu 3 ou 4 fois, je me souviens pas. Combien de fois j'ai été eu par l'ESTA? La première fois, j'allais aux États-Unis, donc à Boston sûrement, en sifflotant, et à l'aéroport donc de Roissy, Charles de Gaulle, on me dit vous avez l'ESTA? Je leur demande j'ai quoi? Le formulaire qui vous permet d'entrer aux États-Unis. Alors, je commence à blêmir, mon cœur commence à ralentir, sensation habituelle, parce que ma vie s'est faite d'atteinte du cœur, parce qu'on m'annonce un truc qui n'était pas du tout prévu, et donc il faut que je prévoie l'imprévisible. Et c'est épuisant, et c'est jamais efficace. Et je dis, mais c'est quoi, vous pouvez répéter, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Là, je suis invité, tout le monde m'attend. La dame me dit, écoutez, on a de la chance, parce que vous êtes en avance. Ce à quoi je lui ai dit, c'est du professionnalisme, hein, j'aime bien arriver en avance, vu toutes les galères. Elle me dit, allez là-bas, et quelqu'un va vous aider vous avez un centre internet. Et donc j'ai eu le temps d'aller, de le faire, de répondre aux questions, à des questions où j'avais pas
des informations sur mes parents et mes grands-parents surtout. J'ai répondu un tout petit peu à l'instinct. Hein. Ouh là là, je l'ai dit à la radio. Bon, un jour ils vont arriver chez moi, là, 2 messieurs de la CIA, et je viens pour la bonne cause. Et ventre à terre, je retourne à l'enregistrement et je monte dans mon avion. Bon, 2 années passent, donc je m'étais servi de ce test. Je savais qu'il se renouvelait tous les 2 ans. Et entre-temps, j'ai eu une invitation en Colombie. Je suis souvent allé en Colombie, j'ai des petites choses à raconter aussi croquignolesques. Et j'arrive à l'enregistrement d'Air France. Et la dame me dit, est-ce que vous avez l'ESTA? Moi, je ne l'avais pas renouvelé, j'attendais d'être invité aux USA pour le renouveler. Alors, bradicardie, c'est-à-dire le cœur qui se met à ralentir et à faire des à-coups. Je lui dis, mais attendez, je vais en Colombie, là, je ne vais pas aux États-Unis. Et la dame calmement me dit, ah ouais, mais vous faites une halte à Atlanta, c'est les États-Unis. Et moi, je lui dis, ah oui, mais ma destination, c'est la Colombie. Elle me dit, peut-être, mais une fois que vous descendez à Atlanta, vous pouvez très bien, une fois passé l'immigration, sortir et puis vous retrouver voilà, aux États-Unis, clandestinement. Bon, alors je commence pas à pleurer, parce qu'on ne pleure pas pour si peu, mais j'étais attendu une fois de plus. Tout était prêt. Y compris 3 jours en Amazonie pour le, comment on appelle ça, pour le Côté aventure. Oui, enfin côté remerciement, vous êtes venu, on va vous faire visiter notre pays. Bon, alors ventre à terre, je me retrouve auprès d'une dame qui précisément était colombienne et on fait l'ESTA à l'arrache et j'arrive. Bon, bien, on continue. Autre invitation aux États-Unis. Et là, je savais que j'avais mon ESTA. J'arrive à Roissy, j'arrive à l'enregistrement. Et je dis avec une petite voix, voilà, je dois aller à Boston. La dame me dit, vous avez l'ESTA? Je lui réponds, oui, oui, je l'ai. Et la dame, elle me dit, ouais, mais ça va pas. Alors, mon cœur commence à, etc., hein, on va pas répéter à chaque fois. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, je peux prendre l'avion ou pas? Elle me dit, votre ESTA ne correspond pas à votre passeport. Alors là, petite déflagration dans mon thorax et dans mon cerveau. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, l'ESTA doit être couplé au passeport. Et alors, je pense que tout le monde l'aura compris, si j'ai fait quelque chose comme plus de 2000 vols, 97 pays, mon passeport, je le change régulièrement. Et je ne savais pas que quand on changeait de passeport, il fallait changer d'ESTA, parce qu'on ne te le dit pas. Bon, alors, une fois de plus, j'étais un petit peu en avance, donc ventre à terre, je file à un endroit où je fais un ESTA, dans l'angoisse avec les questions qu'ils posent, mais ceux qui connaissent l'ESTA savent quoi, les questions, il n'y a pas que des questions du style entendez-vous commettre un attentat terroriste, il y a aussi des questions où je ne comprends pas le libellé, quoi, qui est trop administratif, donc c'est toujours une angoisse. J'y arrive, donc Atlanta, Bogota, Bucaramanga, et là, Leticia. Leticia, c'est un petit village qui se trouve au sud-sud de la Colombie et qui est à la porte de l'Amazonie. Bon. La fois suivante, je devais partir en Amérique, là c'était pour une mission. Donc j'avais mon passeport, mon ESTA, ils collaient tous les deux. Et je me disais, c'est bon là, c'est bon. Donc j'arrive à l'enregistrement, je dis voilà, je dois partir à, je sais plus où c'était, à Dallas ou... Je pourrais vérifier, mais peu importe. Et la dame dans l'enregistrement, avec toujours le même sourire, c'était pas la même, mais à chaque fois toujours le même sourire, me dit écoutez, il faut attendre un petit peu. Et je la regarde avec l'expression que tu viens d'avoir, c'est-à-dire, je dis,
What's the matter? Qu'est-ce qui se passe encore? Et elle me dit, il faut que vous attendiez comment on appelle ça, un officier américain. J'ai plus le libellé exact, mais c'était à peu près ça. Je lui dis, qu'est-ce que je dois faire? Attendez là où il y a des fauteuils, et il va pas tarder à venir. Bon. J'attends. Alors je vais pas le faire en temps réel, parce que plus les minutes avançaient, plus je voyais l'heure minimale, enfin l'heure ultime pour arriver dans l'avion, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il me veut? Et il vient pas, et il n'arrive pas. Et je commençais à pas aller bien. Et je continuais de pas aller bien. Et j'allais de moins en moins bien. Et à un moment, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, là, ça tourne autour de toi. J'avais du matériel médical. Donc je sors la boîte jaune, enfin la valise Vigipirate rigide. Je me prends la tension. Je vois qu'elle était élevée, mais carrément élevée. Alors, je savais qu'il y avait des médicaments pour plein de choses, y compris la tension. Je me prends une pilule pour baisser ma tension. Et ça, c'était pas prévu, mais je me disais, tu vas faire sauter une durite là-haut. Bon. Et peu après, arrive un officier qui, donc avec un accent américain très prononcé, me pose quelques questions. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi moi? Et il me dit, non, tout va bien, il n'y a pas de problème, tout va très bien, vous pouvez y aller. Bon, alors, je prends mes affaires sans avoir rien compris, et donc j'arrive directement en salle d'embarquement, parce que je n'avais pas eu le temps de passer au salon, histoire de me détendre vraiment. Bon. Voilà, donc c'est l'ESTA pour moi, c'est un petit cauchemar. Hein. Je devrais écrire un poème sur les mots ESTA, ou comment on appelle ça, un acrostiche, des poèmes dont chaque ligne commence par la lettre E, puis S, puis T, puis A. Je vais noter avant que j'oublie. Et donc quand je suis parti à Houston là il y a 2 semaines, mon cœur était comme ça. Je me disais, ça va être quoi ce coup-ci? Bon. Et là, c'était pas rigolo, puisque la dame m'enregistre, me demande, voilà, vous avez le siège tel, un tel, comme prévu, vous pouvez vous détendre au salon. Et j'ai fait un pari Houston, direct en plus. Voilà, donc... Ouf, la malédiction est passée, on dirait. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Mais des malédictions, on peut y en avoir à chaque moment. Tiens, j'y pense à la seconde. Les instructions étaient qu'une fois arrivé à l'aéroport de Houston, je prenne un taxi-cab ou un Uber ou quelque chose comme ça, et que je garde un ticket pour être remboursé. Et bon, ça m'arrive très régulièrement, ça. Pourquoi pas? Et donc, j'arrive à la sortie des passagers. Il y a tous les messieurs taxis qui sont là avec leur... bandeau ou leur tablette avec des noms à gauche et à droite. Moi, je regarde pas, puisque j'étais pas concerné. Et puis quand même... Peut-être que quelqu'un m'attend avec un bouquet de fleurs. Je regarde un tout petit peu, comme ça, vite fait, hein, tout en marchant. Et là, je vois Daniel Lichtenstein. Je me dis, oh, je vais être poli hein, au micro. Ah, waouh! Ah super! Et je vois un monsieur qui avait un look de... Alors il faudrait imaginer Michael Jackson avec les lunettes de Stevie Wonder et une tenue avec la casquette de commandant de bord qui était mon driver. Et je lui ai dit... il s'appelait Barnett. Et je lui ai dit, je suis ravi de vous voir, parce que j'allais sortir directement. Heureusement que j'ai pas regardé en bas pour marcher plus vite, et que je vous ai vu, parce que j'étais pas au courant. Bon, alors on rentre dans sa Tesla au toit transparent, tout le toit transparent, c'est sympathique pour voir les gratte-ciels. Et donc voilà, j'arrive à l'hôtel, et effectivement, c'est vrai que j'avais un courrier, un email, mais que j'avais pas intercepté de dernière minute, qui me disait, on viendra vous chercher, une limousine viendra vous prendre. Bon, et j'arrive à la conférence, j'arrive d'abord
assez tard le soir, donc je me dévore quelque chose rapidement pour aller me coucher rapidement. Je me suis couché à 9h du soir. Et il faut rajouter 7 heures. Il était donc 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je recommence. 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Il était 4 heures du matin. Et je me disais, c'est une heure raisonnable pour aller te coucher. Et puis surtout, après 5 ou 6 heures de sommeil, je me disais, inutile de te réveiller à minuit heure locale. Qu'est-ce que tu vas faire dans un Houston très froid, premièrement, et puis tu connais personne, tu sais pas où t'es. J'étais à un Marriott, mais Marriott Medical Center, c'est-à-dire il était conjugué avec les hôpitaux, avec ce complexe monstrueux d'hôpitaux qui fait, c'est presque une ville, et c'est là que, comme je disais, je fais de la pub, qu'il faut se faire opérer le cœur si on a des soucis, et si on n'a pas confiance en l'excellente médecine et chirurgie française. Et le lendemain matin, je me prends un petit déjeuner comme j'adore, c'est-à-dire le premier arrivé, et je travaille, et je travaillais mes lectures qui n'étaient pas prêtes, et puis je monte ensuite à la conférence qui était dans l'hôtel même. Alors ça c'est royal, quand on n'a pas à prendre un moyen de transport pour se rendre au venue, c'est-à-dire au centre de conférence. Et je savais qu'il y avait Michael Pinsky, et c'est un réanimateur célébrissime qui est de Pittsburgh et qui est le plus grand hémodynamicien du monde. Alors, je reviendrai plus tard, pas maintenant, sur le mot hémodynamicien, hémodynamique, parce qu'on peut l'expliquer dans des termes simples. Et alors, c'est un gars quand même, c'est un personnage, hein, qui, juste pour montrer à qui on a affaire, avait été nominé plusieurs fois par le comité Nobel, même pas nominé plusieurs fois par le comité Nobel. Donc ce brave Pinsky, à qui j'avais ingénument demandé, c'était en 2010, s'il pouvait me faire une préface pour mon livre, et il l'avait faite. Donc c'était 14 ans avant, c'est ça? Oui. Donc voilà, on a affaire à une belle pointure, et puis on discute le coup, tout heureux de se retrouver, et puis je lui pose quelques questions, je lui dis votre avis, en anglais, votre avis à vous, et pas l'avis que vous allez écrire dans un article, mais que vous allez me donner de la bouche à mon oreille. Quelle est la méthode hémodynamique que vous metteriez en avant, et dans cette méthode, quelle donnée principale prendriez-vous? Et je vais ennuyer l'auditoire, mais en gros, il m'a répondu je crois pas tellement à l'échographie. On était debout, mais l'échographie cardiaque, experte, Doppler, très complexe, que développe précisément mon chef de service, qui est le successeur du chef de service précédent, qui était François Jardin, et qui avait eu la lucidité à l'époque d'avoir dans son service un appareil d'échocardiographie. C'était le premier au monde. C'était à Ambroise Paré. Donc, je ne sais pas si je l'avais dit lors de la première rubrique, je crois que oui. Si, oui. Voilà. Donc j'étais vraiment, j'avais pas besoin de prendre un avion, d'apprendre une nouvelle langue, c'était dans mon pays et dans ma ville, quoi. Et donc Antoine Vieillard-Baron, qui est le successeur de François Jardin, a développé une technique sophistiquée d'échocardiographie, et il est avec une équipe composée de 4 Français, un Belge et un New-Yorkais. Alors je les connais tous très bien. Surtout le New-Yorkais, là j'ai dormi chez lui, donc ça crée des liens, hein. Plus que chez les 5 autres précédents, donc on a une certaine intimité. Et mon chef de service et ce que j'appelle, peut-être ce qu'on appelle la brochette française, ils sont échographie, mais comme une évidence absolue. Et moi, il y va de mon avenir de connaître la vraie place de cette fameuse échographie cardiaque sophistiquée qui n'a rien à voir avec celle que je développe, hein. C'est vraiment
on est dans deux mondes parallèles qui ne se touchent pas. Et il m'a sorti ça, j'étais tout étonné, et en même temps c'était un coup très agréable, c'est-à-dire que là mon cœur il a plutôt accéléré, d'excitation, presque de bonheur, parce que je développe quelque chose dont je parlerai un jour d'une façon très très vulgarisée. Et bon, donc je fais connaissance avec des gens très très élégants, nouveaux, mais on discute et puis au bout de 10 minutes ou 20 minutes de discussion, on s'aperçoit qu'on a des affinités. Et la personne avec qui j'ai discuté m'a dit il faudrait peut-être que je vous invite à Rochester. Rochester, c'est la Mayo Clinic, hein. Donc c'est une Mecque. Et si je le retrouve, on sera plus que des nouveaux visages, on sera des partenaires, des amis. Et si je le retrouve une troisième fois, on sera des frères. Donc ça se passe comme ça. Et j'ai pas pensé à couper. Pas de soucis, c'est les aléas du direct. Et je vais continuer. Alors si tu veux, Daniel, on peut faire une courte pause musicale. Non, on va va continuer. Je vais simplement éteindre. Donc, je prends congé de ces gens, tout à fait élégants. Je disparais pour préparer mes lectures qui étaient... j'en ai fait... je les ai comptées plus de 600, hein, bientôt 700. Donc je devrais être à l'aise pour faire une lecture, ça devrait se passer très vite, mais j'en parlerai un jour, ça prend toujours énormément de temps et ceux qui font de la présentation PowerPoint doivent savoir... Je ne dois pas être le seul, hein. Justement, la facilité de faire des diapos qu'on peut modifier à tout moment, c'est un super piège. Donc, et je préparais une lecture vraiment adaptée au public américain, nord-américain, c'est-à-dire, je ne vais pas dire puritain, mais qui n'aime pas trop les petites plaisanteries à la française. Et j'avais toujours, dans le domaine en question qui touchait à cette fameuse hémodynamique, une lecture dont le côté un peu facétieux essayait de démontrer le côté anormalement sérieux qu'a l'hémodynamique, et je montrerai que c'est un domaine dans lequel on ne connaît pas autant qu'on voudrait le montrer. Donc je suis dans un domaine qui est un petit peu un champ de mine, et donc je me suis arrangé pour que chaque diapo soit très correct, hein, sur le plan vraiment de la correction, hein, pour pas qu'on dise dis donc le Frenchie fait des diapos un peu amusantes, hein, c'est pas l'endroit pour s'amuser. Bon, encore que parfois ils savent s'amuser, on a des présidents parfois très amusants, hein, aux États-Unis. Bon, je continue. Et donc voilà, je prépare cette lecture qui finalement le lendemain où j'ai dû la présenter était prête à l'arracher à la dernière minute. Et j'avais une autre lecture qui s'appelle le Keynote Lecture, c'est-à-dire c'est la lecture principale qui dure 1 heure, et j'avais l'impression d'être un petit peu avec Michael Pinsky, précédemment cité, qu'on était un petit peu les invités teaser, je crois que c'est le mot, c'est-à-dire qui sont destinés à attirer des participants. Bon, donc j'ai pris ça, voilà. Du congrès. J'ai pris ça comme un honneur, mais j'ai surtout essayé de faire les choses vraiment comme il faut et de dépasser le temps qu'on m'avait donné. Contrairement à certaines personnes, moi c'était une lecture qui faisait donc presque 1 heure. La lecture précédente faisait 20 minutes, c'est-à-dire 20 minutes, c'est-à-dire 1200 secondes. Parce qu'il y a une personne là, au bout de 20 minutes, elle continuait de parler. Au bout de 30 minutes aussi, elle s'est arrêtée à 32 minutes. Et c'est pas le fait que moi je me suis fatigué jour et nuit pour que ma lecture tienne en 20 minutes qui m'a un tout petit peu... Je trouve pas le terme. C'est pas irrité, c'est pas énervé, c'est beaucoup trop. C'est qui m'avait un petit peu... Tu peux m'aider à trouver le mot? Ennuyé, un peu, non.
On va pas le trouver, ou alors il va surgir, comme disait Didier Deplège. Il va venir. Il va surgir dès que j'y penserai plus. Malaisant. Non. Non, que tu es un petit peu irritant, on va prendre ton terme. C'est que quand elle parlait, en dépassant le temps, je regardais l'auditoire, et l'auditoire était très intéressé et prenait des notes, et apprenait des choses passionnantes. Et moi, j'avais envie de dire à cette dame, qui a un nom qui ressemble un peu à une marque de machine à laver, j'avais envie de lui dire, dis donc, moi aussi j'aurais bien aimé parler 32 minutes, parce que peut-être que ce que j'ai à dire, c'est aussi intéressant que ce que tu as à dire, mais je me suis abstenu, pour rester politiquement bien, neutre. Mais voilà, c'est ça. On me donne 20 minutes, je prends 20 minutes, qui suis-je ? Je vais pas. C'est déjà un honneur énorme, donc on s'en tient là. Ok, bon. Le soir, on s'est retrouvé dans un restaurant typique du Texas, et avec toute l'équipe de cet inviteur, qui était une équipe très soudée, toute une famille, et c'était vraiment l'équipe, au sens propre du terme, c'est-à-dire que quand un patient arrivait avec un problème cardiaque, il allait voir le cardiologue, ensuite des électrotechniciens, ensuite l'anesthésiste, ensuite le chirurgien, ensuite l'équipe post-opératoire, les kinésithérapeutes. Donc toute une armée au service du patient dont le cœur devait être opéré. Donc c'est sérieux. C'est vraiment une machine de guerre à l'américaine, très sérieux. Voilà. Bon, le congrès était terminé, je suis rentré très gentiment. Je ne me souviens pas d'autres anecdotes, mais voilà, c'était mission accomplie. Donc avec des lectures qui, paraît-il, sont bien passées. J'ai retrouvé des amis, et non des moindres, et je me suis fait des nouveaux visages qui étaient une affaire à suivre. J'attends une invitation à Rochester, éventuellement. Et ça, c'était il y a environ 10 jours. C'est le 16 et le 17. J'ai parlé le 17, il y a 10 jours pile, oui. Voilà, 10 jours pile. C'est ce que je me disais tout à l'heure, c'est incroyable. Un jour, tu es là à Paris, l'autre, tu es à Houston, parfois dans un autre pays. On a de la chance quand même de t'avoir le dernier mardi du mois, Daniel. Ah, mais ce dernier mardi du mois est dans mon agenda, et j'ai pas encore eu à devoir faire comment on appelle ça, un arrangement avec mon inviteur en disant vous pouvez pas choisir un autre jour. Bon, on tient comme ça pour le moment, c'est juste magique. En tout cas, oui, c'est impressionnant dans ma tête. Tout à l'heure, je pensais au fait que c'était vraiment impressionnant de voyager comme ça. Mais le ciel, ou peut-être Didier qui est avec nous, qui voit sa radio qui continue de vivre, s'arrange peut-être pour que les gens soient disponibles à l'heure où ils devraient l'être. Donc, sûrement. Voilà, quand je dis que c'est magique, c'est dans ce sens, évidemment. Tout à fait. Alors, Daniel Lichtenstein est avec nous pour l'émission du dernier mardi du mois, Voyage dans les échos. Nous allons poursuivre l'émission, bien entendu. Est-ce que, Daniel, tu souhaites qu'on fasse une courte pause musicale ? Très bien. Et nous continuons Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein. Nous avons donc encore du temps, heureusement, pour peut-être entendre une autre aventure, Daniel, et pourquoi pas par rapport à une mission particulière qui t'aurait marqué et que tu as envie de partager avec nous. Alors, il y en a des missions, il y en a à peu près 450, donc, et chacune a pratiquement son, anecdote. Parfois c'est le mot gag, parfois c'est le mot drame. Et là, je voulais mettre de côté une mission au Paraguay, donc pays que je découvrais, c'était le pays numéro, je ne les comptais pas encore. Et je devais m'occuper d'un patient qui avait fait en gros une crise cardiaque, et qui était à Corrientes, c'est-à-dire en Argentine, et qui devait être amené par avion jusqu'à Asunción, d'où je devais le prendre pour l'amener dans un autre endroit. Et donc, je
parle pas des détails du voyage. J'arrive à Asunción et je vois la mission un petit peu qui devait s'annoncer assez rude sur le plan du timing, avec des horaires pas très cool pour prendre des avions, chercher le patient d'abord à l'aéroport, à l'hôpital, puis l'aéroport bien en avance, donc ça fait parfois des nuits qui n'en sont pas. Et puis entre-temps, mon téléphone sonne, parce que là je l'ai tout le temps branché, hein, je m'excuse pour tout à l'heure. Et c'est amusant, c'était ma sonnerie était un tango argentin. J'ai pas fait exprès. Et on me dit, Daniel, ta mission change. Le patient ne va pas prendre un avion pour Asunción parce qu'il serait sans suivi médical. Tu vas aller à Corrientes pour aller le chercher. Donc, sur la route. Alors, il n'est pas question que je dise « Oh, j'aime pas la route, c'est pénible, il y a des virages, ça tourne. » Non, non, je dis « Ok, d'accord. » Et donc, un taxi est là, à une certaine heure, me prend, et donc j'ai tout mon équipement, je quitte l'hôtel, quoi. C'était bon. Et je vais pour ma mission. Et c'était la route de montagne, parce que entre le Paraguay et l'Argentine, c'est une belle chaîne montagneuse, donc ça montait. Et à un moment, un long moment, on arrive à la frontière, donc la douane, qui était donc sur un pic, comment on appelle ça, un col, pardon. Voilà. D'un côté, c'était le Paraguay, de l'autre, l'Argentine. Et je sors mes affaires et je commets l'erreur de débutant. Je dis à mon chauffeur, qui ne parlait que l'espagnol, et à cette époque-là, je ne parlais pas encore l'espagnol. C'est quelque chose qui m'est arrivé par la suite. Et je lui dis, je ne sais plus comment on dit au revoir, hasta luego. Je crois que c'est hasta luego. C'était un des rares mots que je connaissais. Et oui, je crois que c'était hasta luego. Et c'était l'erreur, comme on va le voir. Et donc le taxi, après avoir bien vu que l'autre taxi qui devait me prendre de poste frontière jusqu'à Corrientes était de l'autre côté et il attendait. Donc une fois qu'on avait ça, on savait que c'était bon, donc je lui ai dit au revoir, hein, merci, hein, c'était une belle route. Et il s'en va dans le lointain, il disparaît sur la route. Donc il descend, je ne le vois plus. Et j'arrive, c'était au mois d'août. Donc pour les gens qui connaissent la géographie des lieux, le mois d'août, de ce côté-là de la planète, c'est l'hiver. J'étais en petite chemise parce que je ne mets jamais de manteau pour mes missions parce que c'est encombrant. Et donc j'arrive comme ça à la frontière, je passe la barrière, l'autre barrière en face, le taxi un peu plus loin, et je vois un douanier, habillé mode soldat, qui écarte ses jambes et ses bras et qui me dit, je me souviens plus de ce qu'il m'a dit, mais ça voulait dire halte là, montrez-moi ce que vous avez. Bon, je lui montre mon matériel médical. Alors il devait être sans doute 23 heures, voilà, il faisait nuit. Et il me dit, mais je comprends que ça n'allait pas du tout. Oui, j'imagine la scène un peu comme dans les films. Mon cœur se remet à faire sa bradycardie, ses extrasystoles, ses palpitations, etc. Et ce soldat, hein, j'ai envie de l'appeler comme ça, ce douanier, voyant tout ce que j'avais dans mon matériel médical, me dit « Vous ne pouvez pas passer la frontière ». Je lui ai dit « Ah bon, d'accord, bon, bien, on fait quoi ?» Et j'essayais de joindre quelqu'un avec qui je pouvais avoir le contact, simplement pour expliquer la situation. J'ai dit « Le taxi là-bas », c'est-à-dire le taxi qui m'attendait, il m'attend. Et en gros,
je crois que j'ai réussi à me faire comprendre et ils ont dit à ce taxi que je restais là. Et ce taxi-là partait. Me voilà, donc avec ma chemise, ma valise, j'ai jamais de t-shirt sous la chemise. Et là, allez savoir pourquoi, j'en avais un. Ah, ça y est, ça me revient. C'est un t-shirt que je prends pour la nuit ou pour le petit déjeuner quand les hôtels sont froids ou au petit déj juste pour être en tenue discrète. Et là, j'ai retiré ma chemise, correcte, j'ai enfilé le t-shirt et j'ai remis la chemise. Et ça m'a fait une double peau qui était très bienvenue parce qu'il faisait froid. Il y a bien un moment, un monsieur qui est venu à moi. J'aurais dû le prendre en photo parce qu'il était vraiment très très pittoresque, avec une boisson, en me disant certainement ce thé va vous réchauffer. Et c'était très gentil. C'était des gens qui devaient travailler ou qui étaient là comme ça. Et bon, je m'excuse de ma délicatesse, mais quand j'ai vu le récipient, je me suis dit... Daniel, c'est pas raisonnable parce que tu vas partir en mission. Donc, un partout, hein. C'est les aléas du direct. Et je lui ai dit non, ça va, merci, gracias, gracias. Un des rares mots que je connaissais. Et j'ai pas pris son thé. Et puis cet endroit était là avec les gardiens, pas les gardiens, plutôt les douaniers, en tenue, avec des armes, pistolets. Des peones, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des gens qui étaient manifestement pas militaires, qui étaient civils, très approximatifs. C'est bête de voir les choses comme ça, mais il n'y en avait pas beaucoup qui avaient une dentition antérieure complète, quoi. Donc, c'était pas très facile pour eux. Beaucoup de chiens, en liberté, comme ça, qui se baladaient, qui erraient, et... qui jouaient les uns les autres et qui manifestement étaient, comme on va dire, très naturels, un peu sauvages, quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, il y avait des petites galipettes autour de moi. Et j'étais là plutôt en tenue avec une chemise, avec un pantalon qui n'était pas une salopette de travail. Je me suis assis nulle part. Je suis resté debout. Et les heures passaient. Et à un moment, il y a un de ces messieurs qui m'a dit, alors je crois qu'il m'avait parlé dans un anglais approximatif, il m'a dit « Je peux vous faire passer la frontière. Vous voyez, la forêt, je connais un chemin et ça descend et vous pouvez sortir et vous retrouver en Argentine pour $100. » Bon, pas besoin de traduire. Et je me disais, lui, il serait très heureux avec $100. Je suis sûr que pour lui, ce serait une aubaine. Hein. Je pense pas qu'il irait chez le dentiste en premier recours, mais peu importe ce que font les gens de leur argent. Et je lui avais expliqué, mais il n'a pas dû comprendre que je pensais pas que je courrais suffisamment vite pour éviter les balles du douanier, pardon, et que le risque était trop fort. Donc je lui ai dit, comme au premier avec son thé, non merci, ça va, c'est bon. Mon téléphone, parce que j'avais un téléphone mobile évidemment, ne captait pas bien sûr, puisqu'on était sur un col de montagne. Et les heures ont passé. Voilà. Ouais, tranquillement, j'attendais que le jour se lève, dans le froid, la faim, la soif, la fatigue, et l'incertitude, de me dire, mais on va jouer combien de temps avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir le matin, et à quelle heure du matin, qui parleront un petit peu l'anglais? Bon. Et puis à un moment, alors il devait être 5 heures du matin, donc ça faisait 6 heures que je poireautais dans cette charmante douane montagneuse. Je vois mon taxi, où c'était, je crois que c'était le même monsieur, il était là. Parce que l'autre taxi, entre-temps, avait dû prévenir quelqu'un qui a prévenu une personne qui a dit on n'a pas pu prendre le docteur et c'est arrivé jusqu'à mon institution. Et là, qui a dû appeler le premier taxi en disant mais il est où le docteur? Et là, ils se sont dit mais il est pas
il n'est pas en train de marcher dans la montagne avec les loups et tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, il m'a pris. Ça a été un moment de bonheur intense parce que à l'arrière d'une voiture confortable, assis dans une douce chaleur, au bout d'un certain temps, on arrive à l'hôtel. Donc il devait être 6 heures du matin. Et le petit déjeuner commençait à être servi. Et là, j'ai pris ce qui était pour moi un dîner. Il y avait une douce musique. Il passait des songs, des chansons des années 1970. Donc des choses fabuleuses. Et je me suis endormi. Et j'ai appris que la mission était retardée de 24 heures, que le patient entre-temps restait dans son hôpital. Et donc, je me suis installé dans un lit. C'était le lit le plus confortable de ma vie. Et puis le lendemain, j'ai passé une journée comme ça à Asunción, tranquille, en attendant que la mission arrive. C'est-à-dire que mon patient arrive... Finalement, donc, ils avaient dû changer les plans avec un médecin intermédiaire qui avait assuré la jonction. Et donc, j'ai pris connaissance avec mon patient. Puis la suite était sans histoire, quoi. Voilà, traverser la frontière paraguayo-argentine. Et lorsque tu étais vers la frontière, il n'y avait aucune possibilité de communication, téléphone, etc. À part le tien, tu ne pouvais pas contacter... J'avais pas de réseau. Je ne pouvais pas parler espagnol. Je dis toujours les gardes, parce que c'est vraiment l'image qu'ils me donnaient. Les douaniers n'étaient pas bien disposés avec moi et n'avaient pas l'air de comprendre que j'étais là, que ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures que j'étais là, debout dans le froid. Et ils ont été un peu routiniers sur le coup. Bon, peut-être la barrière de la langue. Bah, décidément, quelle histoire. Heureusement que le taxi est revenu le lendemain pour te sauver de cette situation. Je serais peut-être encore dans cette frontière, avec une longue barbe. Il n'y aurait pas eu la chronique Voyage dans les échos. Déjà, on arrive déjà vers la fin de l'émission. Avant de savoir de quoi sera faite la prochaine émission, Daniel, est-ce que ces derniers temps, il y a quelque chose qui a changé ta routine et que tu voulais partager avec nous? Alors, le mot routine n'est pas dans mon vocabulaire parce que ma routine, c'est justement d'avoir des expériences, des choses tout à fait inhabituelles. Qui sortent de la routine. Voilà. Le fait de lire un courrier de décision d'un manuscrit que j'ai envoyé à une revue, c'est tout sauf de la routine. Et en ce moment, c'est vrai que quand même, je suis dans une accélération parce que le fameux mot de l'hémodynamique, qui parle pas beaucoup aux gens de la rue, est la base absolue de mon métier de réanimateur. C'est-à-dire que quand un patient ne circule plus, eh ben c'est simple, l'oxygène qui est filtré par le poumon n'est plus transporté aux organes. Et c'est le drame absolu. Ça s'appelle un état de choc, c'est le terme médical. Le choc, bon, il peut y avoir plusieurs causes, ne rentrons pas dans ce détail, mais un des points essentiels quand on voit un patient qui est choqué, c'est, outre de faire le diagnostic, de rapidement avoir une idée de son état hémodynamique. Alors, voilà, je prends cette bouteille. Je vois qu'elle est à moitié pleine, hein, c'est pas compliqué puisque c'est transparent. Bon, mais l'être humain n'est pas transparent. Et connaître ce qu'on appelle la volémie, c'est-à-dire le volume de sang, de plasma qui circule ou qui circule mal, c'est juste impossible. Et la médecine s'est habituée à calculer ça d'une façon complexe, virgule, indirecte, virgule, et sans vraie base. Alors tous les médecins, y compris les plus puissants, y compris le nominé au prix Nobel que j'avais retrouvé à Houston, ne peuvent répondre à la question. Et les plus honnêtes me disent Daniel, tu sais bien
à commencer par mon chef de service. Hein, c'était un grand jour quand il m'avait dit ça. Tu sais bien qu'on n'a pas le gold standard. Gold standard, c'est-à-dire un standard, donc une référence en or, c'est-à-dire un examen magique, c'est-à-dire qui donne les faits. Et quand on développe un nouvel outil en médecine, il faut se comparer à une référence. Et cette référence, on l'appelle le gold standard, c'est un terme routinier. Et si le gold standard n'existe pas, alors on a des gold standards entre guillemets et qui ne sont pas très très bons. Et j'ai concocté, mais ça j'essaierai d'en faire une émission intéressante pour le layman ou la laywoman, c'est-à-dire les gens de la rue. Il se trouve que mes recherches sur l'échographie pulmonaire a une retombée surprenante pour ceux qui ne connaissent pas, mais logique pour moi et pour ceux qui ont compris, sur l'hémodynamique. C'est-à-dire que la respiration influe sur la circulation, et réciproquement, et mes lignes B, mes fusées pleurales, ont ce rôle qui est tout à fait inattendu pour tout le monde. Et j'ai passé des étapes successives, dont une en 1994, une en 1997, une en 2009 et une en 2022. Et il me fallait ces 4 premières étapes pour envoyer un manuscrit qui est ce qu'on appelle un article d'opinion, qui va simplement clarifier les choses, les expliquer et montrer pourquoi on ne pourra pas aller plus loin, mais on propose un test, donc une façon d'approcher un patient qui ne marche pas très bien, qui a été évalué donc en 2022 avec des chiffres qui ne sont pas terribles. Et quand le gold standard est imparable, les chiffres ne sont pas terribles parce que la méthode n'est pas terrible. Mais si le gold standard est en défaut, forcément, dès qu'on va comparer un test qui marche mieux, entre guillemets, on va tomber sur des chiffres inférieurs. Alors je m'excuse, c'est de la pure statistique, des pures mathématiques très simples, mais j'attendais le jour où on ferait une étude comme celle qui a été faite en 2022, qui compare mon approche avec une approche utilisée en routine. Je savais que les chiffres ne seraient pas très bons, voire mauvais. Et donc avec ce papier qui en comporte 800 ou 1000 mots, on ne pourra pas aller plus loin, c'est-à-dire que j'invite toute une communauté à travers le monde à se dire « Ah mais il a raison !» Finalement, lui a une analyse directe, un effet on-off, alors que nous on a des chiffres, et les chiffres ça peut être parfaitement injuste. Si on cherche un objectif à partir de 15%, un patient qui a 14,9 et un patient qui a 15,1, c'est-à-dire pareil, ils auront chacun un traitement opposé, ce qui est totalement absurde, injuste. Et on me dit, oui mais bon Daniel, on utilise plusieurs faisceaux, plusieurs arguments pour avoir un faisceau d'arguments. Et moi je réponds oui, ça veut dire que chaque instrument pris à part est insuffisant. Oui Daniel, bon d'accord, oui. Et en général les gens sont un petit peu énervés par ces discussions et grâce à ce papier, s'il est accepté et il est en bonne voie d'être déjà soumis dans une revue qui est rêvée, dans laquelle le rédacteur en chef est entré en contact avec moi et attend ma soumission, là ça changerait ma vie. Et là ça peut se passer dans les mois qui viennent et là j'arriverai avec un grand sourire. Pour le moment n'en parlons pas. Donc ça m'excite de façon substantielle actuellement. Eh bien on en saura plus prochainement, Daniel. La prochaine chronique, ce sera le 26 mars. On sera déjà au printemps. Est-ce que tu as une petite idée de quoi sera faite la prochaine émission? Je vérifie d'abord si je suis libre le 26 mars. Oui. Youpi. C'est parfait. Alors, je m'étais aperçu qu'il y a un petit pays en 4 lettres qui est tout simplement l'Inde. Enfin, petit pays, c'est un subcontinent. Hein. J'y suis allé suffisamment de fois pour réaliser qu'est-ce que c'est que l'Inde, la fameuse spiritualité indienne. Je l'ai rencontrée, gentiment, hein, je ne suis pas un expert,
Mais je me suis dit qu'on pourrait tout à fait, dans la radio ici et maintenant, dans Santé et Spiritualité, faire une petite heure spéciale indienne. Eh bien, avec grand plaisir. On va concocter ça. On va faire ça donc pour la prochaine fois. On arrive déjà à la fin de cet épisode de Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein. Comme je l'ai dit, on se retrouve dans un mois, le mardi 26 mars 2024, ce qui correspond au dernier mardi du mois. Merci Daniel. À bientôt. À bientôt. Au revoir.